C'est dur d'être un adolescent. Faire face à des hormones en ébullition, à des insécurités et à de l'acné tout en essayant de comprendre qui vous êtes et où vous vous situez dans la société n'est pas une blague. Ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour essayer de prendre des décisions importantes concernant votre avenir. Imaginez simplement être adolescent sans les commodités modernes confortables d'aujourd'hui. Reconnaissons-le, dans l'Europe médiévale, atteindre l'adolescence était un exploit, vu la mortalité infantile élevée. Le concept d'adolescence était quasi inexistant dans la société médiévale primitive. Selon la loi, à 12 ans, vous étiez vu comme un adulte. Les gens mouraient jeunes et beaucoup d'enfants se retrouvaient sans un ou même les deux parents avant d'atteindre la puberté. Certains étaient orphelins avant même leur naissance. Retournons à l'époque médiévale pour comprendre pourquoi les adolescents étaient placés chez des inconnus et pourquoi les novices se faisaient extraire les dents de force. Bienvenue à la folie médiévale. On n'est jamais trop jeune. Vers 1500, vers la fin du Moyen-Âge, l'ambassadeur vénitien a documenté une forme de parentalité inhabituelle observée lors de son séjour en Angleterre. Il a dit que les familles anglaises gardaient leurs enfants à la maison jusqu'à l'âge de 7 ou 9 ans tout au plus, puis les mettaient dehors, hommes et femmes, pour un dur service dans les maisons d'autres personnes, les liant généralement pour 7 ou 9 autres années. A observé que cela se produisait indépendamment du statut et de la richesse de la famille, notant, je cite, « Tout le monde, aussi riche soit-il, envoie ses enfants dans les maisons d'autres, tandis qu'il reçoit en retour ceux d'étrangers dans la sienne. » On a informé le sceptique italien que c'était pour le bien de l'enfant, malgré sa croyance que les Anglais le faisaient pour faire travailler dur les enfants d'autrui et les nourrir moins. Ce genre de système croisé d'éducation des enfants était assez courant dans le nord de l'Europe au Moyen-Âge. Seule une petite minorité d'enfants partaient étudier à l'université ou rejoignaient le clergé. La plupart étaient envoyés dans d'autres maisons pour travailler comme apprentis et serviteurs. Ils étaient généralement plus âgés que ce que l'ambassadeur vénitien suggère, autour de 12 ou 14 ans. Pour les paysans, la plus grande motivation pour envoyer leurs enfants semble avoir été financière. Avoir une bouche de moins à nourrir dans un foyer médiéval était toujours un bonus. Certains, croyant sincèrement aider leur enfant et disposant d'un peu plus d'argent, économisaient pour acheter un apprentissage à leur progéniture. Les adolescents médiévaux semblaient être une main-d'œuvre économique. Suite à la peste noire, en 1350, il était logique d'engager un apprenti résident, car avec la diminution de la population, l'embauche de travailleurs était plus coûteuse, tandis que la nourriture devenait moins onéreuse. Peut-être y avait-il une impression que malgré l'éducation parentale, les adolescents pourraient apprendre mieux et différemment s'ils étaient formés par autrui. Ou peut-être était-ce une façon pour les parents de gérer les adolescents récalcitrants. On croyait qu'au XIVe siècle en Italie, il était plus aisé pour les étrangers d'élever des enfants. Poirot de Certaldo, un marchand florentin, conseillait, je cite, « Vous avez un fils qui ne fait rien de bon, remettez-le immédiatement entre les mains d'un marchand qui l'enverra dans un autre pays, ou envoyez-le vous-même à l'un de vos proches amis. Rien d'autre n'est possible. Tant qu'il est avec vous, ses habitudes resteront inchangées. Certains adolescents étaient bel et bien contractuellement obligés de se comporter. En 1396 à Northampton, Angleterre, le maire a assisté à un contrat entre le chaudronnier John Hindley et son apprenti Thomas. Hindley est devenu le tuteur de Thomas, promettant de le nourrir, de le former à son métier et de ne pas le punir sévèrement pour ses erreurs. En échange, Thomas devait s'engager à ne pas fuir, jouer, voler, visiter des prostituées ou se marier. S'il enfreignait les conditions du contrat, alors la durée de l'apprentissage doublerait de 7 à 14 ans. Pour de nombreux jeunes hommes, des années de célibat étaient insupportables. Les apprentis étaient réputés pour fréquenter les tavernes et se comporter de manière indigne. Pour la majorité des ados, se séparer de leurs parents serait sans doute traumatisant. L'un a écrit, je cite, « Pour tout ce qui était pour moi un plaisir quand j'étais enfant, de 3 à 10 ans, alors que j'étais sous la garde de mon père et de ma mère, se transforme maintenant en tourment et en douleur. » Mais il était l'un des chanceux qui pouvait écrire ses sentiments et communiquer avec ses parents à la maison. La plupart des serviteurs et apprentis analphabètes ne pouvaient pas rester en contact avec leur famille. Même s'ils ne vivaient qu'à quelques kilomètres, ils pouvaient se sentir abandonnés et seuls. La puberté apporte une grande responsabilité. Malgré la considération des adolescents comme immatures, nombreux sont les cas où ils ont été jugés assez responsables pour devenir dirigeants. Charles VIII était monté sur le trône de France en 1483 à l'âge de 13 ans.
Jean de Bohême a été couronné roi et marié en 1410 à 14 ans, puis nommé comte de Luxembourg à 17 ans. L'armée anglaise, réputée pour privilégier des commandants plus âgés et expérimentés, a suivi Édouard le Prince Noir à la bataille de Crécy en 1346, malgré ses 16 ans seulement. Édouard était considéré comme l'un des plus grands chevaliers de son époque malgré sa jeunesse, et a remporté l'éloge d'être l'un des commandants anglais les plus réussis pendant la guerre de 100 ans et un parangon de chevalerie de ses contemporains. Certaines filles médiévales étaient jugées assez matures pour occuper des postes de pouvoir. Johanna Ace est devenue reine de Naples en 1343. Jeanne d'Arc a commandé une armée à 17 ans et de nombreux autres jeunes ont accédé au pouvoir durant le Moyen Âge, y compris un empereur. Vieux avant l'heure. Les femmes de l'élite se mariaient plus jeunes que celles d'autres groupes sociaux, dû aux besoins d'alliances politiques. Ceux qui se trouvaient au plus haut niveau de la société française et anglaise se mariaient souvent à l'âge de 12 ans ou avant. Elles étaient alors considérées comme adultes et attendues à se comporter ainsi. Certes, beaucoup de garçons de l'élite se mariaient jeunes aussi, mais les attentes étaient différentes pour eux. Leur adolescence insouciante ne se terminait pas aussi brutalement. Ils étaient généralement autorisés à continuer leur tutorat et leur indiscipline après le mariage. Henry Bracton, le juriste du XIIIe siècle, a écrit qu'une fille devenait une femme lorsqu'elle assumait les responsabilités d'un ménage. Il était l'un des rares écrivains à s'intéresser du tout au cycle de vie d'une femme. On pensait que les femmes atteignaient leur apogée pendant l'adolescence, période où elles étaient supposées être au sommet de leur beauté physique et spirituelle. La virginité d'une fille était liée à sa jeunesse. Une fois qu'elle était mariée et n'était plus vierge, on pensait qu'elle avait laissé derrière elle l'âge le plus parfait de sa vie. Il semble que pour les médiévaux, le passage de la jeune fille à la femme adulte se produisait à cause de leur relation avec les hommes au moment où elles quittaient leur famille ou leurs apprentissages pour devenir des épouses. Jeunesse gaspillée. Le Manual Scholarium est un texte latin du XVe siècle qui a été écrit en Allemagne. C'est un guide pratique sur comment être un étudiant, un manuel sur comment se préparer et mieux comprendre le semestre à venir. Il est écrit sous forme d'une série de conversations, principalement entre deux étudiants nommés Bartholdus et Camillus, qui discutent des aspects de leur vie étudiante à l'université de Heidelberg. Parmi les nombreux sujets abordés figurent l'inscription, l'assiduité minimale requise, les examens, les règles de l'université, comment s'entendre avec les colocataires, les dépenses pour le pain, les livres et la bière artisanale locale, et les femmes. L'une des conversations les plus intéressantes entre nos deux jeunes érudits concerne la cérémonie d'initiation pour les nouveaux étudiants appelée décornage. C'était un moyen d'encourager les dernières recrues à apprendre l'humilité et le bon comportement en se débarrassant de leurs traits les plus incultes et enfantins. Dans la discussion, la Vénus au visage de bébé, ce que nous appellerions un nouveau venu aujourd'hui, est cruellement insulté et humilié par deux garçons plus âgés qui l'accusent d'être un animal stupide, pathétique, malodorant et laid. Avec Camillus qui demande « Quelle est cette puanteur qui empeste cet endroit ?» Il y a eu soit un cadavre en décomposition, soit une chèvre très sale ici. Bartholdus se joint joyeusement au harcèlement, ajoutant que le nouveau venu a des jambes faibles et ressemble à une petite vieille courbée par l'âge. Les deux tourmenteurs décident que le nouveau savant doit être purgé et avoir ses cornes chirurgicalement enlevées, ses dents arrachées, sa barbe rasée, et avouer ses horribles crimes avant qu'il puisse rejoindre leur, je cite, « louable société d'étudiants ». On a fait porter au nouveau venu une capuche avec des cornes et on a inséré des dents de sanglier dans sa bouche, après quoi elles seraient enlevées ou polies avec des outils surdimensionnés tels qu'une hache et des pinces. Beaucoup d'étudiants récents ont été blessés pour cette raison. À la fin du rituel, le nouveau venu était contraint d'acheter le dîner et du vin pour les maîtres et les étudiants plus âgés en expiation de ses péchés. Teenage Kicks, ce type d'initiation que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de bizutage, ou à tout le moins d'intimidation, n'était pas un incident isolé et se produisait partout en Europe du Nord. À Paris, face à un problème spécifique, des règles ont été mises en place pour arrêter les abus physiques et verbaux contre les nouveaux dans le chapitre, le dortoir, la salle de classe et les jardins. Cependant, le fait que la pénalité pour avoir traité les professeurs d'ivrognes à l'université de la Sorbonne était d'offrir une tournée à tout le monde, montre que le règlement parisien n'était pas vraiment suivi à la lettre. Les étudiants allemands étaient interdits de jeter des excréments et d'uriner sur les jeunes érudits. À Avignon, au collège de Saint-Nicolas, les nouveaux devaient servir le dîner aux aînés érudits et subir l'embarras d'être traités comme serviteurs. Et dans diverses universités, il semblait tout à fait normal qu'un nouveau venu débourse de l'argent pour payer un banquet pour tous les autres. Cela était particulièrement vrai pour les novices à Heidelberg, où en 1419 un rituel de bizutage impliquait qu'un étudiant finançait la visite des bains locaux pour ses camarades.
Étant un euphémisme pour l'embauche de prostituées, cela peut à peine être vu comme une leçon morale. Cela malgré que la majorité des établissements interdisaient la consommation excessive d'alcool, les jeux de hasard et l'engagement avec les travailleuses du sexe. Ont toutefois été prises en compte, et en 1365 à Orléans, une règle a été instaurée pour s'assurer que quelles que soient les amendes financières imposées aux nouveaux arrivants, ils n'étaient jamais contraints de dépenser tellement d'argent qu'ils étaient forcés de vendre tous leurs livres. Les initiations universitaires étaient censées avoir un rôle important dans la société en préparant les jeunes du Moyen Âge à la vie dans le monde réel. Un historien suggère que le Manual Scholarium a été écrit pour aider les nouveaux étudiants à s'intégrer dans les routines quotidiennes et les coutumes de la vie universitaire, et à éviter les loups plus âgés qui étaient prêts à leur sauter dessus au début de leur éducation. Et quelle meilleure façon d'enseigner ces leçons et de transformer les adolescents en hommes qu'en apprenant l'argent, l'alcool, l'impolitesse envers les professeurs, et en colportant des ragots sur les méfaits des femmes menstruées. Merci d'avoir vu cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passerez une excellente semaine à la vôtre.